Nous allons parler maintenant du titrage d'une solution. Alors c'est quoi le titrage d'une solution? C'est une méthode de dosage d'une solution. Elle permet de déterminer la quantité de matière d'une espèce chimique. Donc c'est une méthode par transformation chimique. Donc il y a réaction entre deux solutions. La solution titrée et la solution titrante. La solution titrée, c'est la solution dans laquelle se trouve le composé à doser. Alors que la solution titrante, c'est la solution ajoutée à la solution titrée pour la faire réagir. On schématisé ce genre d'expérience. Donc nous avons un agitateur magnétique sur lequel nous déposons un Erlenmeyer ou un Becher. Dans l'Erlenmeyer ou dans le Becher, on ajoute un barreau aimanté pour que l'agitateur puisse travailler. Et on ajoute également la solution titrée, l'espèce à quantifier. Au-dessus, on dispose d'une burette graduée. Et cette burette, elle est évidemment fixée sur son support. Et dans la burette, on met la solution titrante, c'est-à-dire l'espèce qu'on va ajouter à la solution titrée pour pouvoir quantifier la solution titrée. La solution titrante, on connaît sa concentration, on connaît la quantité de matière et on la verse petit à petit dans la solution titrée de manière à ne pas manquer le moment où se passe l'équivalence. L'équivalence du titrage, c'est le moment où la solution titrée ne contient plus le composé d'origine. Il a totalement disparu, donc la solution titrée ne peut plus réagir. On dit à ce moment-là que les deux solutions, la titrée et la titrante, se trouvent dans des proportions stoichiométriques. Ça veut dire que les deux sont totalement consommés. C'est pour ça qu'il faut introduire la solution titrante petit à petit. Sinon, on risque de dépasser la dose équivalente à la solution titrée. Précisons qu'avant l'équivalence, le réactif limitant est le réactif titrant. Il est limitant puisqu'il est apporté à petite dose seulement. Il ne permet pas à l'autre solution de réagir totalement. Mais après l'équivalence, c'est le réactif titré qui est limitant, puisqu'il n'a presque plus, puis plus du tout, de composé qui réagit. À l'équivalence, les quantités de matière des espèces titrées et titrantes sont toutes les deux nulles dans le Becher, puisque la réaction de l'une et de l'autre a permis la formation d'une nouvelle espèce. Avant de faire un exercice, on va aussi apprendre que le volume, noté VE, c'est le volume de solution titrante versé pour atteindre l'équivalence. Du concret maintenant. On souhaite déterminer la concentration en ion chlorure de l'eau de mer. Pour cela, on réalise un titrage par suivi conductimétrique. L'utilisation de cette méthode est logique puisque les ions sont chargés électriquement. Donc, on réalise un titrage par suivi conductimétrique d'un volume V égal à 10 ml d'eau de mer, dilué 10 fois par une solution de nitrate d'argent, de concentration C2 égale 10 puissance moins 1 mol par litre. La réaction support du dosage est une réaction de précipitation, au cours de laquelle se forme du chlorure d'argent. On ajoute 200 ml d'eau avant de commencer le dosage. On nous demande dans une première question de faire le schéma du montage. Il s'agit d'un titrage par suivi conductimétrique. Par rapport au schéma que nous avons vu tout à l'heure, nous ajouterons le conductimètre et la sonde conductimétrique. L'énoncé nous dit que nous devons déterminer la concentration en ion chlorure de l'eau de mer.
Donc nous pouvons préciser que dans le bécher, il y a de l'eau de mer comme solution titrée. L'eau de mer est diluée par une solution de nitrate d'argent. Donc nous pouvons préciser dans le schéma que dans la burette, comme solution titrante, il y a du nitrate d'argent. La deuxième question nous demande d'écrire l'équation de la réaction support du dosage. L'énoncé nous montre que des ions chlorure vont réagir avec des ions argent. Donc nous pouvons déjà noter dans l'équation les ions chlorure et les ions argent. Et l'association des deux nous donnera du chlorure d'argent. L'énoncé précise que les ions chlorure sont dans de l'eau de mer. Donc précisons que le composé chlorure est aqueux. L'énoncé nous dit que les ions argent c'est aqueux aussi. Donc nous le notons dans l'équation. Et l'énoncé nous précise qu'il s'agit d'une réaction de précipitation. Ça veut dire que le résultat sera un solide, donc on peut le noter aussi dans l'équation. Voilà, l'équation est complète. Dans l'énoncé, on parle de nitrate. Eh bien, ça ne nous coûte rien, à part quelques secondes, de préciser que le nitrate est une espèce spectatrice. Rappelons-nous qu'une espèce spectatrice est présente initialement, mais elle n'intervient pas dans la transformation, ou elle ne réagit pas. On ne la trouve donc pas dans l'équation de réaction. Dans la troisième question, le volume à l'équivalence est VE égale à 15,2 ml. En déduire la concentration en ion chlorure de l'eau de mer. Ici, il est question de volume à l'équivalence. Le volume à l'équivalence, c'est la quantité de réactif titrant introduit dans la solution titrée au moment de l'équivalence, au moment où la solution titrée a complètement disparu, au moment où les solutions sont dans des proportions stoichiométriques. Nous pouvons donc écrire que le nombre de moles d'ions d'argent au moment de l'équivalence est égal au nombre de moles de chlorure au moment initial. Nous pouvons aussi écrire cette équation que nous allons détailler. La concentration de la solution titrée eau de mer en composé titré ion chlorure est égale à la concentration de la solution titrante nitrate d'argent en composé titrant ion argent fois le volume de solution titrante versé au moment de l'équivalence sur le volume initial de solution titrée eau de mer. Apportons les valeurs à cette opération. La concentration de la solution titrante nitrate d'argent est égale à 1 fois 10 puissance moins 1. Le volume de solution titrante versé au moment de l'équivalence est égal à 15,2 ml. Et le volume initial de solution titrée eau de mer est égal à 10 ml. Nous pouvons calculer rapidement. 15,2 fois 10 puissance moins 1, ça fait 15,2 divisé par 10, ça fait 1,52. 1,52 divisé par 10, ça fait 0,152. Si nous relisons l'énoncé, nous voyons que le mer a été dilué 10 fois. Donc nous devons multiplier par 10 ce résultat, ce qui nous donne 1,52 mol par litre. Si nous relisons l'énoncé, nous nous rendons compte qu'il est dit à la fin qu'on ajoute 200 ml d'eau avant de commencer le dosage. Alors qu'est-ce que ça veut dire?
on se rend compte que ce n'est pas de l'eau de mer, c'est de l'eau, tout simplement, donc H2O. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ion chlorure et que donc ça ne change pas la dilution. Donc on a terminé l'exercice. Dans ce nouvel exercice, on souhaite vérifier la concentration d'une solution d'acide chlorhydrique en réalisant un titrage avec suivi pH métrique. Pour cela, le dosage d'un volume V égale à 20 ml de la solution de concentration C, inconnue, par de la soude, de concentration Cb 10 puissance moins 1 mol par litre, est réalisé. On va nous demander de faire le schéma du montage, d'écrire l'équation de la réaction acide-base qui se produit dans le bécher. Ensuite, nous tracerons la courbe du pH en fonction du volume versé, ce qui nous permettra de déterminer le volume à l'équivalence. Et enfin, nous exprimerons puis calculerons la concentration en quantité de matière en acide chlorhydrique. Tout un programme. Tu as tout ce qu'il faut pour faire le travail avec moi. Donc dans la première question, on nous demande de faire le schéma du montage. Allons-y. Nous ferons donc le schéma comme d'habitude. Et bien sûr, nous ajouterons la sonde du pH mètre qui se trouve dans le bécher et le pH mètre qui se trouve à l'extérieur, bien sûr. Et ensuite, nous pourrons préciser que dans le bécher, la solution titrée, c'est l'acide chlorhydrique, alors que la solution titrante, dans la burette, eh bien c'est la soude. On nous demande maintenant d'écrire l'équation de la réaction acide-base qui se produit dans le bécher. Dans la soude, nous avons des ions sodium et des ions hydroxyde. Et dans l'acide chlorhydrique, nous avons les ions H3O+, c'est-à-dire hydronium ou hydroxonium. Nous comprenons qu'avec l'hydronium, c'est l'hydroxyde qui va réagir. Puisque l'hydroxyde est un anion, alors que l'hydronium est un cation. Nous préciserons que l'hydroxyde est aqueux, qu'il est dans la soude, et que l'hydronium est aqueux aussi, puisqu'il est dans l'acide chlorhydrique. Nous associons donc ces deux molécules et nous constatons qu'il n'y a que des molécules d'hydrogène et des molécules d'oxygène. Nous comprenons donc que l'association va former des molécules d'eau, H2O. Nous avons un hydrogène plus 3 hydrogènes, ça nous fait 4 hydrogènes en tout, ce qui nous donne 2 H2. Et nous avons un oxygène plus un oxygène, ce qui fait 2 oxygènes. Nous avons donc 2 H2 et 2 O, ce qui nous donne 2 molécules d'H2O. C'est ce que nous pouvons écrire sur notre copie. Et nous allons préciser que H2O c'est liquide. Notre équation de réaction acide-base est ainsi complétée. Maintenant, on nous donne un tableau de valeurs. Il s'agit des mesures du pH en fonction du volume de soude, donc le volume de la solution titrante, ajouté. Et on nous demande de tracer la courbe. Nous tracerons l'axe des ordonnées pour le pH et l'axe des abscisses pour le volume versé en millilitres. Nous pouvons placer ainsi tous les points que nous donne le tableau et on nous demande de déterminer le volume à l'équivalence. Nous constatons déjà qu'il existe un point central par rapport auquel la courbe semble symétrique. Il sépare en effet l'acide du basique et il se trouve juste au point de pH neutre. À ce même endroit se trouve le saut de pH. On passe d'un coup en effet de 3,3 à 10,7.
C'est toujours ce genre de courbe que nous allons trouver dans les cas de titrage avec suivi pH métrique. De l'acide vers le basique ou alors du basique vers l'acide. Donc, à partir de cette courbe, nous allons chercher deux tangentes à cette courbe qui soient parallèles entre elles. Nous traçons ensuite une perpendiculaire à ces deux droites parallèles. Bon, ici, je le fais passer par le point central que nous avons découvert, mais on n'est pas obligé. Donc cette droite qui est perpendiculaire aux deux tangentes, on va lui trouver une perpendiculaire qui passe par son centre et donc qui est parallèle aux deux tangentes. Comme il y a équivalence quand le pH est neutre, nous repérons sur cette dernière droite le point qui a pour ordonnée le pH égal à 7. Et ainsi, nous pouvons trouver l'abscisse de ce point et donc nous pouvons trouver le volume versé en millilitres au moment de l'équivalence. Ici, c'est 19. On nous demande maintenant d'exprimer puis de calculer la concentration en quantité de matière en acide chlorhydrique. Nous avons compris que quand il y a équivalence, il y a la même quantité de matière en ion hydronium et en ion oxyde d'hydrogène. Autrement dit, le nombre d'ions hydronium à l'état initial est égal au nombre d'ions hydroxyde au moment de l'équivalence. Ça veut dire qu'à l'état initial, dans la solution, la concentration en ion hydronium fois le volume initial est égale à la concentration en ion hydroxyde au moment de l'équivalence fois le volume au moment de l'équivalence. À partir de cette formule, si nous faisons le produit en croix, nous obtenons que la concentration en ion hydronium est égale à la concentration d'ion hydroxyde dans la solution finale fois le volume au moment de l'équivalence et tout ça sur le volume de base. Nous savons que la concentration de la solution titrante est égale à 1 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Nous savons qu'à l'équivalence, le volume de cette solution est égal à 19 ml et que le volume d'acide chlorhydrique que nous titrons est égal à 20 ml. Maintenant, le calcul est facile, on peut le faire de tête. Nous avons 19 divisé par 2 qui est égal à 9,5, multiplié par 10 puissance moins 1 et divisé par 10, ce qui nous donne multiplié par 10 puissance moins 2. Nous trouvons donc que la concentration en ion hydronium dans l'acide chlorhydrique est égale à 9,5 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Bientôt tu pourras cliquer en haut à droite et tu apprendras avec moi comment décrire un mouvement.